l'entretien des patriotes, bonjour à tous. Olivier Dussault dépouille les Français et les européistes perdent-ils leur sang-froid? Avant de répondre à ces questions et traiter de nombreux sujets d'actualité, je voulais remercier comme il se doit tous ceux qui me permettent de me consacrer essentiellement à la réinformation en me finançant à l'aide des merci rémunérateurs. Aujourd'hui sont à l'honneur Chantal Merlet, Vite Frexit, Dominique Chabal, Fournier Luc, Rodogune, Yvan Guérin et VTT Pollux. Merci à eux du fond du cœur. Je tenais aussi à vous remercier pour tous vos gentils messages, les pouces levés et la diffusion sur d'autres réseaux sociaux. Et je voudrais remercier plus spécialement ceux qui ont écrit donc à ma plateforme pour dire qu'il y avait des choses qui n'allaient pas parce que j'ai reçu un message en disant qu'ils allaient faire attention parce que mes vidéos ne chargeaient pas. Voilà, merci beaucoup de votre soutien. C'est comme ça qu'on repoussera la presse aux ordres, tous unis, tous ensemble. Allez, on va commencer notre journal par cette nouvelle qui est à la une du Figaro. La France face à l'explosion des demandeurs d'asile. Leur nombre a augmenté de 12% à 14% en 8 mois par rapport à la même période en 2022 qui était déjà une année record. Mais ce qui est fou dans cette histoire, c'est que les Français n'ont jamais été consultés réellement sur ce type de politique. Même mieux, il y a un refus de nos dirigeants de mettre en place un référendum sur la question. Non, les Français subissent le fait du prince et le diktat de l'Union européenne. Et lorsque l'on consulte les Français, c'est sans appel. On est à des chiffres, à des hauteurs à plus de 80%. Imaginez que maintenant les Français sont à plus de 60% pour l'instauration d'un blocus en mer Méditerranée. Oui, nous vivons dans un pays qui n'est plus réellement démocratique. Il y a véritablement un divorce entre la volonté du peuple français et les décisions qui sont prises. Prenons par exemple les caisses de retraite complémentaires. Eh bien, lorsqu'on interroge les Français, à la une du Figaro aujourd'hui, trouvez-vous normal que l'État veuille puiser dans les réserves des caisses de retraite complémentaires? Oui à 8%, non à 91%. Mais comment les choses pourraient-elles être autrement lorsqu'on regarde dans le détail? Aux grandes dames du patronat et des syndicats, le gouvernement pourrait prélever de 1 à 3 milliards dans les excédents du régime des retraites complémentaires du privé. Cela pourrait bien être le casse du siècle avec Olivier Dussault comme malfaiteur. Au début du scénario, il y a un magot, un très gros magot, qui se chiffre en milliards d'euros. En l'occurrence, celui des caisses de retraite complémentaires des salariés du privé. Piloté par le patronat et les syndicats, le régime Argic-Arco distribue des pensions à 13 millions de retraités, financés par 26 millions de cotisants. C'est bien de l'argent qui a été cotisé par du privé. L'État n'a pas le droit de puiser dedans. Loin d'être déficitaire, il a au contraire su dégager 5 milliards d'euros d'excédent l'an dernier. Bien géré, il est en outre assis sur de plantureuses réserves qui atteignaient 68 milliards d'euros au 31 décembre 2022, soit l'équivalent de 9 à 10 mois de prestations. Surtout, c'est le jackpot avec la réforme des retraites, entrée en vigueur au 1er septembre. L'Argic-Arco va engranger 22 milliards de recettes supplémentaires sur 15 ans. Et là, vous avez un véritable scandale. Vous avez une caisse qui gère bien les finances des retraités. Vous avez un État avec Olivier Dussault et Emmanuel Macron qui sont les Mozart de la faillite. Et comme ils ne savent pas gérer, ils vont attaquer les caisses qui fonctionnent bien. Un véritable hold-up. On devrait voir l'ensemble de la représentation nationale vent debout contre cette politique. Eh bien, pas du tout. Incroyable, les oppositions ont été encore plus en dessous de tout sur la motion de censure. On apprend que 21 RN sur 88, 10 PS sur 31, 13 Verts sur 23, 3 gauches démocratiques et républicaines sur 22, 21 Lyots sur 21 et 3 non-inscrits sur 4 n'ont pas voté la censure. C'est-à-dire que les députés ne votent pas la censure d'un gouvernement ultra minoritaire dont une grande partie des mesures sont rejetées massivement par les Français. Mais à quoi servent-ils? Ils sont témoins d'un hold-up démocratique avec ce 49-3 et ils ne bougent pas le petit doigt. Ce qui permet aux macronistes de venir sur les plateaux de télévision et raconter véritablement n'importe quoi. Loi de programmation des finances publiques, le 49.3 nous permet d'éviter un risque de shutdown comme aux États-Unis, souligne Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale. Je tiens à signaler, et j'en parlerai dans ce journal, que le shutdown
ne permet plus de payer les fonctionnaires, alors que la loi de programmation sur les finances publiques, non, le tout continue comme avant. Un mensonge pour justifier l'injustifiable. Voilà ce que c'est que la Macronie. Heureusement, dans le reste de l'Union européenne, les citoyens commencent à élire des gens qui sont contre ce type de politique. Nous devons féliciter l'élection, en effet, en Slovaquie, de ce Premier ministre, grave revers pour l'oligarchie américaine et européenne, et la mafia Zelensky. Aux législatives slovaques, le parti de l'ancien Premier ministre Fico arrive très largement en tête, 23,3%, devant les centristes, 17%. Le programme du vainqueur est l'arrêt de toute aide à l'Ukraine. Vous imaginez que les européistes fulminent. Et vous savez que la colère est mauvaise conseillère. Ça permet de voir le vrai visage de ces gens. Bon, sur cette chaîne, nous savons qu'ils n'apprécient pas véritablement la démocratie, mais faire un tel aveu en un seul tweet, très fort, Moscovici. Victoire préoccupante en Slovaquie du Smer de Robert Fico. Alors, la seule chose un petit peu drôle, c'est que ce sont des anciens socialistes copains de Moscovici. Populistes pro-russes et champions de la désinformation. Ah, j'aime bien cette expression champion de la désinformation. J'aimerais que Moscovici nous explique un petit peu ce qui s'est passé pendant 2 ans, pendant la période de la pandémie. Armé d'un discours social, une réflexion sur l'avenir de l'Europe et la démocratie s'impose. Cela lui vaut évidemment un tel tweet, une réponse du cercle Aristote. Puisque le peuple vote contre les européistes, il faut dissoudre le peuple, version Moscovici. Une fois encore, les européistes sont les pires ennemis de la démocratie et ils l'avouent surtout. Pensez également à Nathalie Cuicui. Les législatives en Slovaquie remportées par un pro-russe, ça m'inquiète, j'ai envie de dire, partout en Europe, réveillez-vous. Oui, moi aussi, Nathalie Cuicui, réveillez-vous lorsque vous avez de tels personnages au sein de l'Union européenne. Alerte Nathalie Cuicui. Il y a un risque pour ce pays, pour d'autres pays. L'Ukraine gagnera si l'Europe et les USA restent mobilisés. Et à l'intérieur de ce discours, elle compare donc ce Slovaque à un parti, en tout cas son parti, à un parti d'extrême droite. Ce qui n'est absolument pas le cas, comme je l'ai dit précédemment, c'est un ancien parti socialiste. Non mais franchement, vous avez été gâtés ce week-end. Hein. Sur tous les plateaux de télévision, il y a eu un défilé des européistes, prêchant la bonne parole de Bruxelles. Et ce fut un concours entre eux de mensonges, de propagande, de fiel. Et celui qui a certainement récolté la palme, c'est celui dont je n'ai pas encore parlé, Thierry Breton. Il était l'invité des universités de rentrée du Modem. Nous n'avons besoin de personne pour battre le RN, ni pour porter notre bilan européen. Car ce bilan, c'est nous, Renew, alors c'est le parti macroniste, qui l'avons construit, bâti, défendu, porté jour après jour au cours de ces 4 dernières années. Van der Leyen, Thierry Breton, nous dit Philippe Meyer, toute la Commission européenne semble avoir fusionné avec le parti Renaissance de Macron. Amusant. Et puis il y a ce bilan de l'Union européenne dont Thierry Breton est si fier. Alors moi j'ai essayé de chercher quels étaient les éléments dont ils étaient fiers. Est-ce que c'est la récession économique? Est-ce que c'est l'inflation? Est-ce que c'est la délocalisation? Est-ce que c'est la guerre à l'Est? Est-ce que c'est l'appauvrissement généralisé de l'Union européenne? Est-ce que c'est la gestion très obscure de la pandémie? Ou est-ce qu'il est très fier d'avoir organisé la censure? J'aimerais qu'il me le dise. Être fier de son bilan, il fallait quand même oser. Après Thierry Breton, lui a succédé à la tribune du Modem son patron François Bayrou. Bayrou adopte la stratégie de Fantomas, nous dit François Asselineau. Alors, quelle est cette stratégie? Eh bien, Philippe, alias Fantomas, met en garde constamment contre les situations qu'il a lui-même créées. Bayrou fait pareil. Il juge que la situation économique actuelle est inacceptable alors qu'il conseille et soutient Macron depuis 7 ans. Et ce qui est fascinant, c'est qu'il succède à Thierry Breton. C'est-à-dire que quand Thierry Breton part de la tribune, c'est François Bayrou qui prononce son discours. La situation économique actuelle est inacceptable. On venait d'entendre Thierry Breton nous dire qu'il était fier de son bilan. Ceux qui ont accepté de prendre pour eux tous les bénéfices et qui laissent à leurs enfants la charge de payer la dette, c'est impossible à supporter. Oui, nous avons affaire à Fantomas. Et puisque j'ai parlé de Fantomas, il nous en manquait un aussi de Fantomas qui est en train de critiquer. Ce qu'il a fait, c'est évidemment le clown Édouard Philippe. Après avoir mis en garde contre les bombes de l'immigration, de la dette et de l'éducation,
Édouard Philippe met en garde contre la bombe du logement. En somme, Fantomas met en garde les Français contre la politique d'Édouard Philippe et de ses amis. Il y a quelque chose de fascinant dans cette attitude. Comment osent-ils critiquer ce qu'ils ont fait ? Ils repoussent les limites du cynisme à des niveaux qu'on n'avait jamais vus. Parce que dans une certaine mesure, ils nous prêtent vraiment pour des andouilles, des poissons sans mémoire. C'était bien Édouard Philippe qui était ministre d'Emmanuel Macron pendant des années quand même. Et il faut aussi ajouter Moscovici dans la liste des Fantomas. On se rappelle que Moscovici avait été ministre de François Hollande et qu'il avait été débarqué pour être commissaire européen. Et lorsqu'il a été commissaire européen, il a eu des mots très durs sur l'ancien ministre de François Hollande qui était lui-même. Étonnant. Tiens, puisque je parle des ministres de François Hollande, Montebourg. L'Union européenne a contribué à détruire une partie du tissu industriel français. Bon, je vous vois derrière votre écran, vous allez me dire qu'Arnaud Montebourg est bien en retard, que la nouvelle n'est pas très fraîche. C'est juste, nous avons suffisamment discuté des conséquences de la politique européenne sur l'industrie française. Mais voilà, il y a une nouvelle dans la nouvelle. Arnaud Montebourg, dans un journal européiste, pointe du doigt la responsabilité de l'Union européenne. Ça, c'est nouveau. Et pourquoi ? Parce qu'il y a de très nombreux chefs d'entreprise aujourd'hui qui ont compris que le Davos 2030, signerait la disparition de leur business, ni plus ni moins. Et ils sont en train de militer contre l'Union européenne. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Allez, on va changer de sujet, on va parler de pic-pic insupportables imposés contre des pic-pics contre lesquels on ne peut strictement rien faire. Vous avez compris, je parle des puces de lit. Flash, la presse étrangère s'inquiète. À 1 an des Jeux Olympiques de Paris en raison du fléau des punaises de lit en France où 15 millions de visiteurs sont attendus. États-Unis, les punaises de lit s'attaquent à Paris, attisant les craintes à l'approche des Olympiques, titre NBC News. Des vidéos semblent montrer des insectes rampant sur des sièges d'un train de banlieue ou du métro parisien. Le South China Morning Post. Angleterre, crise croissance des punaises de lit en France, vague de panique et de dégoût répandue dans le pays. Le Guardian. La presse mondiale nous montre du doigt. Donc, que fait le gouvernement ? Pourtant, Emmanuel Macron avait communiqué plus d'une fois sur le sujet. Il nous avait même promis un observatoire national de la punaise de lit en 2022. Eh bien, comme d'habitude, cet observatoire national n'a jamais vu le jour. Un effet d'annonce, il a encore trompé les Français. Un second plan de lutte, cette fois-ci interministériel, a été lancé en mars 2022 contre le fléau des punaises de lit. L'objectif annoncé était d'améliorer et intensifier la sensibilisation pour agir contre ces parasites. Un plan, là encore, sans mesures contraignantes. Et puis nous avons l'habitude, c'est le flyer, quelques campagnes d'affichage, un point c'est tout. Lorsqu'on était sous le général de Gaulle, eh bien, c'était différent. Lorsqu'il y avait des punaises de lit, la préfecture s'était emparée du problème. En 1964, les Parisiens étaient déjà envahis par les punaises de lit. À l'époque, la préfecture de la Seine, donc de Paris, s'occupait de la désinfection et la laiterie était rendue dès le lendemain à son propriétaire. Je vous mets le petit film de Lina dans ma description, regardez-le, parce que la comparaison entre le gouvernement du général de Gaulle et Emmanuel Macron est édifiante. D'un côté, vous avez Emmanuel Macron qui ment, qui instrumentalise un problème de santé pour apparaître comme le sauveur alors qu'il ne fait strictement rien. Il trompe les Français. Il ne met pas en place cet institut des punaises, ce n'est que de la communication. Et de l'autre côté, le gouvernement du général de Gaulle qui prend le problème à bras-le-corps. Oui, très instructif. Puisqu'on parle de pic-pic, eh bien, nous savons qu'il y a une certaine campagne et les Français en ont assez d'être infantilisés, qu'on nous laisse tranquille. La campagne vaccinale s'ouvre sur fond d'indifférence. Il y a peut-être d'ailleurs une petite morale entre les punaises de lit et le pchout-pchout. On a l'impression que le gouvernement n'agit que lorsqu'il y a peut-être de gros intérêts à la clé. Mais servir les Français dans des problèmes du quotidien, ça, ce n'est manifestement pas une priorité. Et puis, certains problèmes remontent à la surface. Fourest. La chaîne LCI a supprimé de Twitter une séquence où la journaliste Caroline Fourest évoquait la dangerosité de certains mineurs isolés, cachait cette réalité que les bonnes âmes ne veulent ou ne sauraient voir.
Aujourd'hui, il n'y a plus que la censure pour faire tenir ce gouvernement. Et à côté de la censure, bien évidemment, la propagande avec vos impôts, ni plus ni moins. Et sinon, la propagande, cela se passe comment? La plupart des migrants sont des hommes seuls. Ce film fait l'apologie de l'accueil de familles immigrées en zone rurale. Il a bénéficié de financements publics et fera évidemment l'objet d'un bombardement de la part des médias du service public. Les bobos hors sol font du fric en vous culpabilisant, le tout grâce à vos impôts. Et vous avez une campagne évidemment du gouvernement qui suit ce genre de production pseudo-cinématographique, accueillir et intégrer les personnes réfugiées en milieu rural. C'est toujours la même technique, vous culpabiliser, faire en sorte que vous ne puissiez pas avoir votre mot à dire dans ce genre de décision. Mais voilà, les partis politiques d'opposition prennent le sujet à bras-le-corps. Nous avons eu des débats avec Éric Zemmour chez Livre Noir. C'était le 30 septembre 2023 et notamment un débat avec Amin El-Khatmi. Et j'ai bien aimé ce qu'a dit Amin El-Khatmi, vous allez comprendre pourquoi. Nous sommes dans un drôle de pays où des patriotes de gauche qui défendent la France ne sont invités que par la droite et ouvertement boycottés par une gauche qui préfère inviter des rappeurs islamistes et acclamer des terroristes palestiniens. Bravo à Livre Noir pour cette excellente organisation d'avoir permis à des gens qui ne sont pas d'accord, qui ne partagent pas le même point de vue, de s'affronter, de dialoguer. C'est cela l'esprit de la démocratie. On espère que dans les prochains numéros, nous verrons d'autres leaders patriotes comme Florian Philippot ou François Asselineau entrer dans l'arène oratoire. Car dans la presse aux ordres, on n'entend qu'un seul son de cloche, on n'entend que la propagande européiste, et il suffit de reprendre le début de ce journal et d'écouter Moscovici ou Nathalie Loiseau pour s'en convaincre. Notre ami Jean Messia avait aussi organisé un événement en soutien à la police nationale. La France, c'est moi, Jean Messia répond à celui qui hurlait les yeux globuleux et la bave aux lèvres, la République, c'est moi, de Jean-Luc Mélenchon. On reconnaît également notre ami Bruno Attal. Alors je sais que certains d'entre vous ont quelques rancœurs vis-à-vis de la police nationale, mais même si on a de la rancœur, ce que l'on veut, c'est que la police nationale défende les citoyens français. Et donc, n'importe quel parti politique devra donner les moyens à la police nationale pour accomplir ses missions. Mais la liberté est une chose difficile, j'étais en train de le dire, Jean Messia a été agressé évidemment par des antifas. Tout mon soutien à Jean Messia. Urgent, 2 militants antifas du média d'ultra-gauche Luciole Média, dont Richie Thibault, soutenu notamment par Sandrine Rousseau, ont tenté d'agresser Jean Messia lors de son rassemblement pro-police à Paris. La démocratie, c'est de laisser parler les gens, de se confronter avec la parole. Quand on agresse, c'est qu'on n'a strictement rien à opposer. Autre élément démocratique, Nicolas Dupont-Aignan se lance dans la candidature, dans l'aventure européenne. France libre les 10 points de son projet européen. Vous savez que Nicolas Dupont-Aignan s'est rapproché des positions de Florian Philippot et qu'ils militent maintenant ensemble pour le Frexit. Je n'ai rien trouvé comme projet européen, en tout cas pour les élections européennes évidemment de François Asselineau. Dès qu'il sort quelque chose, je n'hésiterai pas à vous informer. Sinon, vous attendez cette rubrique avec impatience, la rubrique LCI. En effet, il se passe toujours quelque chose sur LCI et ils nous déçoivent jamais, les journalistes de Pujadas. En effet, Jean Quatremer n'a ni plus ni moins déclaré la guerre à la Russie. Il nous explique que nous sommes en guerre contre la Russie et il va falloir envoyer des soldats français mourir sur le sol ukrainien. Stupéfaction sur le plateau de Pujadas qui essaie de canaliser la fougue de Jean Quatremer. Il me fait penser à certaines personnes qui sont tellement investies qu'ils prennent leurs désirs pour des réalités. Parce qu'évidemment, s'il y a un retournement de situation, on ne reverra plus jamais Jean Quatremer sur un plateau de télévision. Et dans une certaine mesure, le colonel Goya lui a répondu. Lorsqu'on pose la question « Est-ce qu'il peut y avoir une guerre en France ?», Michel Goya répond « On tiendrait 2 semaines, pas plus ». Je résume donc la situation. Vous avez un chroniqueur de LCI qui veut déclarer la guerre à la Russie, qui veut que des soldats français aillent mourir sur le théâtre des opérations ukrainiens. Mais c'est quel type de bouffée délirante, Jean Quatremer? De quel droit, qui plus est? Est-ce que les Français sont d'accord avec une telle initiative? Absolument pas. Vous parlez au nom de qui? On aimerait le savoir.
Mais Michel Goya a répondu dans une certaine mesure à Jean Quatremer, ce serait une initiative désastreuse parce que la France n'a pas les moyens de faire cette guerre de haute intensité. C'est du n'importe quoi. On sent que ces chroniqueurs de TF1 et de LCI sentent le vent du boulet de la défaite et qu'ils sont dans une sorte de fuite en avant. C'est ce qui arrive d'ailleurs aux États-Unis avec Joe Biden. Vous savez qu'il devait voter le budget, je l'ai évoqué au début des entretiens, et il arrive quelque chose qui ne sent pas très bon pour Kiev. Après avoir épuisé toutes les autres options, Kevin McCarthy, le président républicain de la Chambre des représentants, a accepté ce que sa base radicale refusait, un compromis permettant de joindre les voix républicaines et démocrates. En milieu d'après-midi, par 335 voix contre 91, réunissant ainsi une large majorité bipartisane, la Chambre a adopté et transmis au Sénat un texte assurant le financement de l'État fédéral pour 45 jours de plus. Des fonds supplémentaires, 16 milliards de dollars, environ 15,1 milliards d'euros, y étaient alloués pour répondre aux catastrophes naturelles. En revanche, et c'est là un enseignement glaçant pour Kiev, j'ouvre une petite parenthèse, cet article est pris dans le journal Le Monde, très hostile à Moscou, vous vous en doutez. Et les capitales européennes, la pression de la base républicaine a conduit à l'abandon pur et simple de toute nouvelle enveloppe d'aide pour l'Ukraine. Nous savons très bien que Kiev ne tient qu'avec l'aide américaine. Si les Américains ne donnent plus d'argent, c'est fini pour Zelensky. Nous assistons donc à un scénario de type afghan. Et oui, les Américains sont en train de se retirer. Voilà, si vous avez apprécié ce journal, n'hésitez pas à le soutenir, à le diffuser. Et puis je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.